Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal sur la chaîne 2. Tout de suite, les principaux titres. Au moins 23 Palestiniens tués et plus de 120 blessés par des tirs israéliens en marge de distribution d'aide à Gaza. Badr Abdelati entame une visite officielle à Amman pour examiner la situation à Gaza. En Russie, 2 ponts effondrés après des explosions dans le sud-ouest près de la frontière ukrainienne. Au moins 23 personnes ont été tuées et plus de 120 blessés selon les secours par des tirs israéliens aujourd'hui en marge de distribution d'aide dans la bande de Gaza où l'espoir d'une trêve se heurte toujours à l'absence d'accord entre Israël et le Hamas sur une proposition américaine. La défense civile a fait état d'autres tirs israéliens à proximité d'un autre centre de la Fondation humanitaire de Gaza dans le nord du territoire. Et en cela, elle fait un mort et des dizaines de blessés. Selon l'ONU, 100% de la population de Gaza est menacée de famine après un blocus humanitaire de plus de 2 mois qu'Israël n'a que partiellement assoupli la semaine dernière. Plus de 54 321 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles, selon les données du ministère palestinien de la Santé. La flottille de la Liberté doit partir aujourd'hui pour une mission visant à briser le blocus dans la bande de Gaza, selon la députée européenne franco-palestinienne Rim Hassan. Des activistes, dont l'activiste suédoise pour le climat Greta Thunberg, participeront à ce voyage humanitaire. Le voyage a été organisé par la flottille de la Liberté, une coalition de groupes opposés au blocus imposé par Israël le 2 mars à Gaza et n'a commencé à être levé que récemment. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati entame aujourd'hui une visite officielle dans la capitale jordanienne, Amman. Au cours de cette visite, Abdelati doit participer à la réunion du comité ministériel chargé par le sommet extraordinaire arabo-islamique d'examiner le développement de la situation dans la bande de Gaza. Le comité doit également discuter des moyens d'agir face au désastre humanitaire dans le territoire palestinien et d'œuvrer pour mobiliser les efforts visant à soutenir la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, doit se rendre en Jordanie avec la délégation ministérielle du comité arabo-islamique chargé de suivre le développement de la guerre dans la bande de Gaza. Selon le porte-parole Aboulghit, cette délégation devait se rendre aujourd'hui en Cisjordanie occupée et rencontrer le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas. Mais la visite a été reportée car Israël a refusé son entrée en Cisjordanie occupée par voie aérienne, un espace contrôlé par Israël. Le porte-parole de M. Aboulghit a indiqué que la Ligue arabe condamnait sévèrement cette décision arrogante d'interdire la visite. Elle a ajouté que la décision reflétait le mépris du droit international par Israël. Les forces de l'occupation israélienne ont déclaré aujourd'hui le village de Khalit el-Dab'a dans la région de Massef Riata, au sud d'Hébron, zone militaire fermée. Les soldats de l'occupation avaient pris d'assaut le village, contraint les habitants et plusieurs militants étrangers à quitter la zone et exiger la liste des noms des habitants du village. La décision de l'occupation de déclarer le village zone militaire fermée s'inscrit dans le contexte d'une politique de judaïsation et de contrôle des terres des citoyens qui ont soumis à la persécution, à l'oppression et au meurtre, afin de mettre en œuvre de nouveaux plans coloniaux soutenus par le gouvernement d'occupation. À Bagdad, le président libanais Joseph Aoun a exprimé sa gratitude envers la direction et le peuple irakien pour leur soutien continu et les aides qu'ils apportaient au Liban
en période de crise. Aoun a dit apprécier hautement les envois de pétrole irakiens qui ont constitué un soutien vital pour le Liban. Il a aussi affirmé que ces discussions à Bagdad confirment les convergences des points de vue entre les deux pays, en particulier en ce qui concerne la coopération en matière de sécurité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Aoun a dit croire que la sécurité au Liban et en Irak est interconnectée. Le ministère libanais de la Santé a indiqué qu'une personne avait été tuée aujourd'hui par une frappe israélienne sur la localité d'Arnoun, dans la région de Nabatéa, dans le sud du Liban. Dernière attaque en date malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Plus au sud, une personne a également été blessée dans une frappe israélienne visant une voiture à Beth-Liv dans la région de Bent Jbail. Israël poursuit ses frappes sur le Liban malgré le cessez-le-feu qui a mis fin le 27 novembre à plus d'un an de conflit avec le Hezbollah. Jeudi, 2 personnes ont été tuées et une troisième samedi dans des frappes israéliennes visant le sud du pays. Téhéran a mis en garde aujourd'hui que l'Iran ripostera si les pays européens exploitaient à des fins politiques un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, selon lequel le pays a accéléré sa production d'uranium hautement enrichi. Le pays a encore accéléré son rythme de production d'uranium hautement enrichi selon un rapport confidentiel de l'AIEA divulgué et jugé politique par l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a appelé l'AIEA à empêcher certains partis d'exploiter le rapport pour faire avancer leurs objectifs politiques contre l'Iran, selon des propos rapportés par la diplomatie iranienne. 2 ponts se sont effondrés après des explosions dans la nuit dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne, provoquant des accidents de train, dont l'un a fait au moins 7 morts, selon les autorités russes qui enquêtent sur des actes de terrorisme. Commentaire. Le président russe Vladimir Poutine a reçu tout au long de la nuit des rapports du renseignement FSB et du ministère des situations d'urgence sur des événements impliquant des trains dans les régions de Kursk et Briansk, a écrit le Kremlin sur Telegram. Les médias d'État ont rapporté dimanche que les enquêteurs russes traitent comme des actes de terrorisme l'effondrement des 2 ponts. Dans la région de Briansk, un pont routier s'est effondré à la suite d'une explosion, a annoncé le comité d'enquête de Russie dans un communiqué. Dans celle de Kursk, un pont ferroviaire a également été détruit par une explosion. L'effondrement d'un pont sur des voies ferrées a fait 7 morts, a écrit le gouverneur régional sur Telegram. Il a ensuite évoqué le chiffre de 66 blessés, dont 3 enfants. Le déraillement du train qui reliait Klimov dans la région de Belgorod à Moscou s'est produit à 19h44 GMT, ont précisé le chemin de fer russe. Selon la compagnie nationale, l'effondrement du pont a été provoqué par une interférence illégale dans l'opération de transport. Elle a précisé que la circulation des autres trains n'était pas perturbée. Comme Belgorod et Briansk, la région de Kursk est frontalière de l'Ukraine. Les forces de Kiev s'étaient un temps emparées de 1400 km² après un assaut surprise en août 2024, avant qu'elle ne soit reprise en avril. Les Polonais tranchent le sort d'une élection présidentielle extrêmement serrée dont le résultat aura des implications majeures pour la place de leur pays en Europe, mais aussi pour le droit à l'avortement et les personnes. Rafał Trzaskowski, 53 ans, maire pro-européen de Varsovie et allié du gouvernement centriste, affronte au second tour l'historien nationaliste Karol Nawrocki, 42 ans, soutenu par le parti de droit et justice du président conservateur sortant Andrzej Duda. Les sondages président un scrutin particulièrement serré. Nawrocki bénéficie de 50,1% et Trzaskowski de 49,9% des intentions de vote, une différence infime qui se situe dans la marge d'erreur. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a accusé la Chine de se préparer à potentiellement utiliser la force militaire en Asie-Pacifique, alors que Pékin a réagi dans la soirée, indiquant avoir officiellement protesté auprès de la partie américaine et appelant Washington à ne pas jouer avec le feu.
La Chine a affirmé que les États-Unis ne devaient pas jouer avec le feu concernant Taïwan en réaction à un discours du chef de Pentagone, Pete Hegseth, lors d'un sommet à Singapour. Le ministre américain de la Défense a accusé la Chine de se préparer clairement et de manière crédible à potentiellement utiliser la force militaire pour modifier l'équilibre des forces en Asie-Pacifique. Hegseth a ajouté que le pays s'entraîne tous les jours en vue d'une invasion de Taïwan. Dans un communiqué publié, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé avoir déposé des protestations solennelles auprès de la partie américaine au sujet de ces propos, ajoutant que les déplorait vivement. Pékin, qui n'a pas envoyé son ministre de la Défense au Shangri, au dialogue de Singapour, le plus grand du forum sur la sécurité et la défense en Asie, a qualifié la question de Taïwan d'affaire intérieure de la Chine et déclaré que les pays étrangers n'avaient aucun droit d'ingérence. De son côté, le chef du Pentagone a également dénoncé la multiplication des incidents impliquant des navires chinois en mer de Chine méridionale, accusant Pékin de s'emparer et de militariser illégalement des îles et des îlots revendiqués notamment par les Philippines. Invoquant des arguments à caractère historique, Pékin revendique la quasi-totalité des îlots de la mer de Chine méridionale, contestant notamment les conclusions d'une cour d'arbitrage internationale selon lesquelles ces revendications n'ont aucune base juridique. Passons à l'économie, où l'Union européenne a regretté vivement les nouvelles taxes de Donald Trump sur l'acier et l'aluminium qui sapent les efforts en cours pour parvenir à une solution négociée avec les États-Unis. La porte-parole de la Commission européenne a indiqué que si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée, des contre-mesures européennes prendront automatiquement effet le 14 juillet, voire plus tôt si les circonstances l'exigent, soulignant que l'Union européenne était prête à riposter. Selon la Commission européenne, l'annonce de Donald Trump ajoute une incertitude supplémentaire à l'économie mondiale et augmente les coûts pour les consommateurs et les entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Le président américain avait annoncé vendredi que la surtaxe sur l'acier et l'aluminium passerait mercredi prochain à 50%, une nouvelle escalade dans son offensive protectionniste. Et passons au sport. Après leur sacré historique en Ligue des Champions hier face à l'Inter Milan 5-0, les héros parisiens sont attendus cet après-midi à Paris pour être portés en triomphe par leurs supporters. Dans la nuit de Munich, ils ont écrit avec la fougue de la jeunesse et la vista de leur entraîneur, Luis Enrique, l'histoire du Paris Saint-Germain et du foot européen. Dans les couloirs de l'Allianz Arena, les coéquipiers du capitaine Marquinhos avaient remporté la première Ligue des champions de l'histoire du PSG avec le plus grand écart de buts de l'histoire de la compétition, 5-0. Impliqué sur 3 buts dont 2 passes décisives, Ousmane Dembélé s'est aussi peu être rapproché du Ballon d'Or, même si le fait de ne pas avoir marqué pourrait lui coûter des votes. Il a celui de son entraîneur, Luis Enrique, qui l'acclamait haute et haut fort. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.